Le 29 décembre, cette semaine donc, Donald Trump recevait en Floride le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain s'y est vu remettre par son homologue un prix de la paix. Alors malgré ce tableau d'une amitié sans ombre, des dissensions se font entendre aux États-Unis parmi les supporters de Donald Trump. Des discours anti-Israël portés par des personnalités MAGA ont émergé au fil des mois précédents, posant la question même de l'unité idéologique réelle du mouvement. Alors, le soutien des Trumpistes à Israël est-il indéfectible? Qui sont les voix dissidentes et pourquoi s'élèvent-elles? Faut-il y voir des tensions de surface ou un risque avéré de déstabilisation du mouvement MAGA? Trois invités ce soir pour nous éclairer. Laurence Nardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Amérique à l'IFRI, productrice du podcast New Deal consacré à la politique américaine. Avec nous également André Caspi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire américaine à Paris 1 Sorbonne. Et avec nous à distance, Blandine Chély-Nippon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'université d'Aix-Marseille. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir. Le Moyen-Orient est un théâtre secondaire, à l'intérieur duquel Israël lui-même est secondaire. Aujourd'hui, des voix qui soutiennent Israël, comme Laura Loomer, le rabbin Will et d'autres, se font entendre et disent « Écoutez, peut-être que Bannon et ses types ont raison. Nous ne voulons plus accepter l'argent américain. Nous ne voulons plus être sous le contrôle américain. Nous voulons nous retirer, partir et faire ce que nous voulons faire quand nous, les Israéliens, estimons que nous devons le faire. » Moi, je soutiens cela à 100%. Israël a besoin de sa souveraineté. Israël a besoin d'être indépendant. Si Israël veut s'attaquer à la Syrie, qu'il le fasse. Si Israël veut entrer au Liban, qu'il le fasse. Mais sans entraîner les États-Unis d'Amérique dans une autre guerre sans fin. Steve Bannon, il s'exprimait il y a quelques semaines à l'America Fest, le grand rassemblement du monde MAGA. Laurence Nardon, quand on entend de la part de Steve Bannon ces mots-là, Israël secondaire, Israël a besoin d'être indépendant, comment les interpréter? C'est troublant tout de même. Oui, alors on va en parler pendant toute l'émission, ce retrait d'une partie du monde MAGA, une partie du monde américain, du soutien vraiment très ancien et très fort des États-Unis à Israël. Mais ce qui est très intéressant dans la citation que vous avez passée, c'est que Steve Bannon, de manière, à mon avis, un petit peu goguenarde, fait semblant de penser que ce sont les Israéliens qui, eux, doivent se détacher des États-Unis. Il est bien évident que Netanyahou, lorsqu'il est venu à Mar-a-Lago cette semaine, n'était pas du tout sur cette longueur d'onde, puisque eux, ce qu'ils demandent, ce que les Israéliens demandent aujourd'hui, c'est un soutien toujours renouvelé, toujours plus fort et toujours plus généreux des États-Unis, évidemment. Donc comment on explique justement qu'aujourd'hui les États-Unis souhaitent en partie, quand je parle des États-Unis, je parle d'une frange très précise des conservateurs américains, comment expliquer que certains d'entre eux se détachent petit à petit de ce soutien que l'on pensait indéfectible depuis des décennies à Israël? Alors, il y a beaucoup de raisons. Je vais juste vous en citer trois pour commencer. La première, c'est le spectacle de la destruction de Gaza qui a quand même fait réfléchir beaucoup de monde aux États-Unis, qui a quand même choqué beaucoup de monde, y compris dans les rangs MAGA. Donc ça, c'est déjà un premier facteur de détachement. Le deuxième, facteur, c'est que Trump avait quand même fait campagne en 2014 et en 2016, et à nouveau en 2024 sur l'idée d'un néo-isolationnisme. L'idée, c'est ce que dit Bannon, que les États-Unis ne vont plus aller aider qui que ce soit à l'étranger. Donc là, il y a l'implication de Trump dans les affaires du Moyen-Orient, les voyages répétés de Netanyahou aux États-Unis. Il est déjà venu 5 fois depuis le mois de janvier dernier, Netanyahou. Ça, pour la base MAGA qui avait envie d'un retrait du monde, c'est quand même problématique. Et puis la troisième raison qui est vraiment, à mon avis, passionnante, et je pense que Blandine Chély-Nippon aura beaucoup de choses à nous dire dessus, c'est le fait qu'un certain nombre de conseillers autour de Trump, Bannon par exemple, sont des catholiques et non pas des protestants évangéliques. On sait que les protestants évangéliques sont extrêmement sionistes pour des raisons de théologie protestante. Les catholiques n'ont pas du tout cette même vision d'Israël, ce qui leur permet de prendre leur distance. Donc ça, c'est une troisième raison. Alors commençons par cette troisième raison pour les prendre dans le désordre avec vous, André Caspi. L'influence justement des catholiques autour de Donald Trump, est-ce que c'est un point important
pour comprendre justement pourquoi une partie du mouvement MAGA semble s'éloigner du soutien à Israël aujourd'hui. Je crois d'abord qu'il faut bien souligner que le soutien à Donald Trump et le soutien à Israël euh, tient beaucoup à l'appartenance religieuse des Américains. On a Ju- tendance à la sous-estimer, oui, hein. jusqu'à une date récente, les Juifs américains, par exemple, votaient à 80% pour les démocrates. Traditionnellement, ils sont démocrates. Alors aujourd'hui, ils le sont un peu moins, mais il n'en reste pas moins que les Juifs votent à peu près à 70% pour les candidats démocrates. Autrement dit, chez les républicains, il y a cette idée que on peut peut-être obtenir davantage du point de vue des votes juifs ou peut-être se détacher du vote juif. C'est-à-dire, c'est un problème qui se pose. Et quant à Steve Bannon, je doute beaucoup qu'il ait une grande influence aujourd'hui. Et il a pris ses distances, ou en tout cas, on lui a pris les distances vis-à-vis de Donald Trump. Alors, en ce qui concerne le monde religieux, je crois que Laurence Lardon l'a bien dit, il y a chez les républicains le soutien des évangéliques. Par exemple, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, Mike Huckabee, est un évangélique. Et il a des positions qui sont tout à fait différentes d'ailleurs de celles de son président, puisqu'il soutient pratiquement tout ce que fait le gouvernement de Netanyahou, même si les États-Unis désapprouvent en partie. Pas totalement, loin de là. Donc ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, dans l'électorat américain, des références religieuses, parce que lorsqu'il s'agit d'Israël, il s'agit de la Terre Sainte. La Terre Sainte, c'est fondamental. Ça n'est pas simplement un pays parmi d'autres. Il ne s'agit pas simplement des relations entre les États-Unis et la Jordanie ou les États-Unis et l'Égypte. Il s'agit des relations entre les États-Unis et puis le lieu où s'est produit le début du christianisme. Mais C'est ça qui est important. là, vous nous expliquez, André Caspi, et parfaitement d'ailleurs, pourquoi les évangéliques soutiennent Israël d'une manière indéfectible, c'est vrai, depuis plusieurs décennies. Mais pourquoi observe-t-on aujourd'hui une fracture dans le mouvement MAGA au sujet de cette question du soutien d'Israël? Eh bien parce que, je crois que c'est évident, c'est parce que les choses ont évolué et que le gouvernement de Benjamin Netanyahou ne satisfait pas l'ensemble de l'opinion américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une division profonde de l'opinion américaine à l'encontre d'Israël. Je vais vous donner un exemple. Déjà l'année dernière, les manifestations sur les campus universitaires ont été quand même spectaculaires. Et cela a été d'autant plus étonnant que généralement, je le répète, les juifs américains ou les progressistes américains soutenaient l'État d'Israël. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et je vais même aller jusqu'à plus loin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier, ça n'est pas une nouvelle qui est percutante, mais le 1er janvier, le nouveau maire de New York prend ses fonctions. Et Zoran Mandani a fait campagne sur l'idée qu'il peut globaliser l'intifada, sur l'idée que si jamais Benjamin Netanyahou traverse le territoire de la ville de New York, il le fera arrêter. Et 33% de l'électorat juif à New York a voté pour Mandani. Ça veut donc dire, j'ajoute d'ailleurs que Mandani a prêté serment sur le Coran. Donc ça veut dire que il y a dans l'opinion américaine une division qui se manifeste dans tous les secteurs, chez les juifs, chez les protestants et dans le monde protestant, chez les évangéliques un peu moins, mais chez d'autres certainement plus, et bien sûr dans le monde catholique. Je reviens, Blandine Chéligny-Pont, sur l'influence respective des évangéliques d'un côté, des catholiques de l'autre autour de Donald Trump, pour comprendre justement pourquoi ce soutien à Israël s'effrite autour de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas aussi la traduction du fait que les catholiques prennent autour du président américain un poids croissant? Alors, honnêtement, je ne dirais pas que c'est cette cause-là qui est la plus explicative.
Comme vient de le dire le professeur Caspi, il y a maintenant une forme de fracture dans la relation des Américains avec Israël, une relation ancienne, avec d'ailleurs un auteur américain, Russell Mead, a écrit un livre, The Ark of Covenant, pour expliquer, très récemment, pour expliquer la proximité historique liée à la proximité biblique, à la légende nationale américaine, la proximité donc des Américains avec Israël et sa cause. Donc là, il y a une fracture aussi bien à gauche qu'à droite, et je dirais qu'à droite, cette fracture, elle va prendre une coloration religieuse. Donc on va retrouver à l'intérieur du monde MAGA, à l'intérieur de la droite chrétienne qui coalise les évangéliques, les fondamentalistes et les catholiques, on va retrouver cette fracture sur des considérations plus anciennes ou alors des remontées des veines historiques qu'on croyait oubliées dans le consensus de ce qu'on a appelé l'alliance judéo-chrétienne qui s'est un peu constituée entre les années 50 et les années 60, une espèce de consensus qui a mobilisé la droite religieuse, avec de plus en plus d'ailleurs un poids grandissant dans ce consensus de ceux qu'on appelle les sionistes chrétiens, qui ont été particulièrement actifs, j'allais dire, dans la campagne présidentielle et dans les premiers mois de la dernière présidence de Trump, la présidence actuelle. Donc ces sionistes chrétiens qui avaient dans leur besace aussi accepté la question de l'annexion du Golan, de la capitale de Jérusalem comme capitale de l'État juif, le projet d'annexion de la Cisjordanie et même de Gaza, donc se sont retrouvés là, maintenant, sont en rupture et en concurrence avec d'autres mouvements qui remontent, aussi bien du côté des évangéliques que des catholiques, mouvements qu'on pourrait, chez les évangéliques et les protestants américains, enraciner dans le nativisme, donc qui est un lointain mouvement politique des années 1840-1850, anti-immigré, mais aussi anti-catholique et ensuite antisémite. Et ce mouvement nativiste, on le voit ressurgir à des périodes assez régulières. Et on peut considérer que le mouvement de l'alt-right américaine des années 2000 est enraciné dans cette origine nativiste, avec notamment un blogueur qui s'appelait Richard Spencer et qui était très virulemment antisémite. Donc on a aujourd'hui autour de la figure de Nick Fuentes, qui se déclare d'ailleurs lui-même catholique, on a cette résurgence d'un antisémitisme extrêmement virulent qui remonte à la surface l'idée d'un complot juif qui tiendrait à la fois les élites américaines, mais qui forcerait finalement les États-Unis à être en état de proximité avec Israël contre les intérêts américains. Dans l'affaire, vous avez aujourd'hui autant de catholiques, notamment chez les paléoconservateurs, qui sont très, très hostiles à l'alliance avec Israël, depuis toujours, on va dire. Et vous avez des évangéliques. Je vous rappelle que le journaliste Tucker Carlson, aujourd'hui, est l'un des turiféraires les plus virulents contre l'alliance avec Israël et contre les Juifs en général, reprenant une rhétorique antisémite qu'on croyait oubliée. Sur l'antisémitisme, justement, Laurence Nardon, je voudrais vous faire entendre les mots de Ted Cruz, hein, qui expliquait vendredi dernier au sommet de la Republican Jewish Coalition à Las Vegas. Il disait: au cours des 6 derniers mois, j'ai vu plus d'antisémitisme à droite aux États-Unis que je n'en ai vu dans toute ma vie. Est-ce qu'il y a, selon vous, une résurgence aux États-Unis de l'antisémitisme, ou bien on a affaire à une vraie continuité souterraine que l'on n'arrivait pas à identifier auparavant? Je crois que c'est plutôt la deuxième solution que vous proposez, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis, jusque dans l'après-guerre, jusque dans les années 60, les clubs très chics des grandes villes de la côte Est, ou les country clubs, enfin les endroits très sélects, étaient interdits aux Noirs
et aux Juifs. Donc il y a eu un antisémitisme, comment dirais-je, bourgeois, sociétal, très longtemps. Donc ça, c'est oublié aujourd'hui. Et en fait, on se trouve tout surpris de voir ressurgir cet antisémitisme euh, à l'occasion du surgissement de Donald Trump et des suprémacistes et des mouvements d'extrême droite qu'il a dans son sillage. Et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a quand même eu un attentat très, très important il y a quelques années dans cette synagogue à Chicago, Tree of Life. On a eu On a eu Pittsburgh en 2018 avec 11 morts également. Ah oui, pardon, c'est de ça, c'est Pittsburgh dont je voulais parler. Tree of Life, c'était pas Chicago, c'était Pittsburgh. On a eu à Charlottesville en 2017, c'est en Virginie, des mouvements néo-nazis faisant. C'était cette manifestation qui s'appelait Unite the Right. Vous aviez des mouvements suprémacistes néo-nazis qui se sont baladés dans les rues en criant Jews will not replace us. C'est quand même stupéfiant. Les Juifs ne nous remplaceront pas. Exactement, oui, c'était leur. Donc il y a un très beau, très intéressant documentaire qui raconte cette journée. Il y a eu un mort quand même du côté des manifestants progressistes. Ce slogan est d'ailleurs totalement délirant, puisque la population juive est estimée, selon les enquêtes d'opinion autodéclaratives, à 1,7 à 2% de la population américaine. Donc, 6 millions nous fait André Caspi des mains. C'est-à-dire moins de 2% de la population américaine, ce qui est donc, will not replay. Bref, on délire. Mais justement, donc, sur cet antisémitisme qui revient à l'occasion du grand lâchage psychologique qu'autorisent les deux présidences Trump, il faut donc noter, vu de France, vu d'Europe, que cet antisémitisme américain, il est aujourd'hui porté donc par l'extrême droite, porté en partie également, vous en avez parlé, par l'extrême gauche, les étudiants sur les campus, notamment au printemps 2024, au lendemain du 7 octobre et des actions de l'armée israélienne à Gaza. Il n'est pas vraiment porté par une immigration arabo-musulmane aux États-Unis, puisque cette immigration est très peu nombreuse aux États-Unis. Enfin, peut-être qu'ils le sont, mais ils sont très peu nombreux, puisqu'on a dit 2% pour les juifs. Les musulmans aux États-Unis sont autour de 1,2 à 1,5% de la population. C'est vraiment très, très peu. D'autant plus que c'est pas du tout comparable avec ce qu'on peut connaître en Europe en termes de résurgence d'un antisémitisme importé, puisque les Arabes aux États-Unis sont très souvent des chrétiens. Hein. Les chrétiens d'Orient, les Coptes, les Maronites sont tous en Amérique, quasiment tous en Amérique du Nord aujourd'hui, Canada, États-Unis. Et à l'inverse, les musulmans aux États-Unis sont pour beaucoup d'entre eux des Africains américains qui se sont convertis dans les années 1920, Mohamed Ali, Malcolm X, ou des immigrés d'origine indonésienne, pakistanaise, les Somaliens aussi, comme à Dearborn, Michigan. Bref, il n'y a pas de manière comparable à ce qu'on observe en Europe un antisémitisme porté par une immigration arabo-musulmane très importante, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Mais sur l'antisémitisme, justement, du parti républicain, je voudrais partager quelques-unes des fuites qu'a communiqué le journal Politico il y a 2 semaines. Des futurs ou des dirigeants présents du parti républicain ont échangé des messages privés dans lesquels on pouvait lire « Quiconque vote contre nous est condamné aux chambres à gaz ». Plus loin, « J'aime Hitler ». Plus loin encore, « Pouvons-nous réparer les douches ? Les chambres à gaz ne correspondent pas à l'esthétique d'Hitler ». Je pourrais en passer, il y en a une litanie. André Caspi, est-ce qu'il y a au sein même du mouvement MAGA un antisémitisme profond qu'on n'avait pas véritablement identifié jusqu'alors ? Dans ce que vous venez de citer, c'est pas simplement de l'antisémitisme banal, c'est en fait la méconnaissance totale de l'histoire et par conséquent, je crois que ceux qui prononcent ce genre de paroles feraient mieux de se taire parce qu'ils disent des bêtises, ils disent même des monstruosités. Moi, ce que je voudrais ajouter simplement, c'est que au fond, à l'intérieur même du Parti républicain, il y a en effet un sentiment isolationniste qui se manifeste de plus en plus. Ce sentiment isolationniste c'est personnifié, c'est incarné dans la personne de J.D. Vance. Cette fois-ci, lorsque vous nous inviterez de nouveau dans 1 an ou dans 1 an et demi... Engagement est pris. Oui, bon, d'accord. Et vous verrez sans doute que le successeur
potentiel de Donald Trump, c'est J.D. Vance. Et J.D. Vance dit quoi? Il dit il faut que les États-Unis soient isolationnistes. Il ne faut pas que les États-Unis s'engagent dans des alliances contraignantes. Ils ne peuvent pas compter sur l'Europe, puisque l'Europe est en plein déclin, tout, comme chacun sait. Ils ne doivent pas non plus être entraînés par Benjamin Netanyahou dans un conflit qui n'en finit plus. Alors, J.D. Vance est évidemment catholique, donc ça veut dire qu'il y a chez les catholiques américains une sorte de volonté isolationniste qui se manifeste fortement. Mais n'oubliez pas que si vous regardez l'entourage de Donald Trump, c'est quand même phénoménal le nombre de juifs qui se trouvent dans l'entourage. D'abord parce que son gendre, Jared Kushner, est juif, et d'ailleurs le père de Kushner est ambassadeur des États-Unis à Paris. Il y a évidemment des négociateurs comme Serge Witkoff et beaucoup d'autres qui sont juifs. Vous avez toute une liste d'hommes d'affaires, parce que quand on est new-yorkais, comme Donald Trump, on rencontre des juifs, en veux-tu, en voilà. À New York, c'est la capitale Bon, mais des alors, juifs. qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Capitale des Juifs, liste, c'est quand même des expressions un peu non, étranges pour non, caractériser, j'allais dire, un entourage politique. ça veut dire quand même qu'il y a autour de Donald Trump Hmm. bon nombre de conseillers, d'amis qui sont juifs, et par conséquent, on ne peut pas attendre que Donald Trump devienne subitement antisémite. Ça n'a pas de sens. Mais ce que l'on constate, en revanche, c'est qu'il y a dans le Parti républicain une volonté isolationniste qui est de plus en plus forte, et J.D. Vance l'incarne. Par conséquent, c'est une volonté qui a pour but, si l'on peut dire, de se détacher de l'État d'Israël et d'obtenir en somme que les États-Unis ne partent pas dans une politique aventuriste comme il pourrait l'être tenté de le faire au Moyen-Orient. Au fond, Blandine Chéline-Dupont, à quoi assiste-t-on aujourd'hui? On assiste à une prise de distance à l'égard d'Israël ou tout simplement à un isolationnisme revendiqué et par conséquent, évidemment, le soutien à Israël ne peut plus être marqué comme autrefois? Alors, je dirais que, en fait, il y a eu quasiment une fenêtre d'opportunité qui s'est mise en place, que je relirai hein, de manière conjoncturelle, qui s'est mise en place à partir du moment où, entre avril et mai 2025, on a eu un changement de pied, vraiment, de la part de Donald Trump et de l'équipe qui a travaillé autour de lui au futur plan de paix de Gaza avec l'aide de ses amis arabes, mais aussi de la France et d'autres puissances. Et là, à partir de ce moment-là, on a beaucoup moins entendu de propos concernant eh bien, le fait de vider Gaza de ses habitants et non plus de considérer que l'annexion de la Cisjordanie n'était plus qu'une question de temps. Donc ça s'est arrêté là et quand on lit la presse bien informée, on voit que comment dire, que la parole que Trump a donnée à ses alliés arabes d'une solution pour Gaza qui serait à la fois internationale et propre veut être continuée et que le président à la fois a donné sa parole et deuxièmement qu'il espère bien grâce à ça avoir un jour le prix Nobel de la paix. Donc la prise de distance avec l'État israélien et avec le gouvernement de Netanyahou a été assez nette. Et dans cette prise de distance, vous avez effectivement la dissidence, la dissidence moins pro-israélienne au sein du gouvernement dont J.D. Vance fait partie, qui a fait entendre de sa voix, et par derrière, dans le mouvement MAGA, une remontée donc très très virulente, pas simplement contre Israël, mais aussi de tous les clichés antisémites anciens. Donc J.D. Vance est à la charnière, et il a pu lui-même, en un retour d'un voyage d'Israël, prendre une position extrêmement ferme pour dire que le projet d'annexion de la Cisjordanie était une idée très très dangereuse
que les États-Unis ne soutiendraient absolument pas. Et là, cette prise de parole symbolise, il me semble, symbolise le fait que maintenant, cette fracture, qui est une fracture effectivement, on pourrait dire, isolationniste, en tous les cas, l'idée que les États-Unis ne doivent pas s'engager dans une relation avec Israël qui les contraindrait à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Voilà, ça c'est devenu maintenant un point d'achoppement qui ne va faire que se creuser. Il faut dire un mot par ailleurs, Laurence Nardon, de l'AIPAC, hein, l'American Israel Public Affairs Committee, hein, qui est un lobby qui soutient le gouvernement israélien, notamment depuis les années 80. Est-ce que cet AIPAC, qui est extrêmement puissant, dit-on, perd aujourd'hui de son influence auprès de la présidence américaine? Oui, pour recadrer les choses, en effet, donc on a cette résurgence d'un antisémitisme absolument ignoble venu de l'extrême droite. Il y a aussi cette prise de distance du cabinet Trump vis-à-vis d'Israël. Alors, ils sont pas forcément tous antisémites, c'est pas la même chose, mais il y a ces deux phénomènes qui se produisent en parallèle. Et en effet, AIPAC, donc ce grand lobby pro-gouvernement israélien à Washington, qui finance beaucoup d'élus, et notamment les républicains, et qui ensuite tient un score de leur vote au Congrès et qui les menace s'ils votent pas bien comme il faut. Enfin, donc un lobby extrêmement puissant et dénoncé comme tel, euh, voit son influence se fissurer depuis les événements qui ont suivi le 7 octobre. Comment le mesure-t-on ça alors? Alors, ça se mesure de manière très, très concrète. À chaque élection, vous savez, enfin tous les 2 ans, lorsque les nouveaux élus, 2 nouveaux élus arrivent à la Chambre des représentants et au Sénat, AIPAC leur propose un voyage de découverte en Israël pour leur faire découvrir les beautés du pays, les problèmes géopolitiques, et puis comme ça les séduire. Enfin, c'est vraiment un voyage qui est très important parce qu'après, il y aura des dons de campagne qui vont suivre, et puis tous ces élus seront un peu tenus de... Voilà, voilà. Bref, eh bien, depuis 2024-25, on a vu qu'un certain nombre d'élus, de fraîchement élus, y compris républicains, préféraient ne pas se joindre à ce voyage de découverte parce que ils voyaient bien qu'ils allaient mettre le doigt dans un engrenage dont ils ne pourraient plus sortir après. Et donc, AIPAC est en perte d'influence. Alors pour l'instant, on va voir ce que ça donne, mais c'est quand même extrêmement significatif. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, parce que là, on a parlé des milices d'extrême droite et des gens autour de Trump, mais il faut aussi parler de l'électorat. Des Américains eux-mêmes, de Les l'opinion Américains publique. eux-mêmes. Alors, quand on parle d'une prise de... Alors, ne parlons pas d'antisémitisme débridé, mais parlons d'une prise de distance avec Israël. On demande aux électeurs américains s'ils soutiennent toujours Israël. Et alors, oui, pour les raisons qu'a dites Blandine Chéligny-Pont tout à l'heure, cette histoire de terre promise les Américains se pensent eux-mêmes comme un nouvel Israël, donc il y a un grand attachement. Mais donc, ils disent qu'ils aiment toujours Israël, mais si on leur demande quelque chose de beaucoup plus concret, qui est: êtes-vous toujours favorable au fait que les États-Unis soutiennent militairement Israël dans leur guerre à Gaza, en Cisjordanie, etc. Eh bien là, on voit les chiffres s'effondrer. Quand on regarde du côté des démocrates, aujourd'hui en 2025, il n'y a plus que 18% des démocrates qui sont favorables à une aide militaire qui se poursuive. Ça ne nous surprend pas trop, puisque les démocrates sont plutôt très critiques d'Israël, en tout cas du Likoud. Mais ce chiffre a également baissé chez les républicains. Et ça, c'est très, très nouveau. En 2023, au moment du 7 octobre, c'était 65% des républicains qui étaient favorables à l'aide militaire, 65%. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 56%. Donc toujours une forte majorité, mais une réduction. Et ça, et surtout chez les jeunes républicains. Et donc ça, on peut penser qu'il y a un véritable changement dans le paysage politique américain vis-à-vis d'Israël. Quand vous entendez ces chiffres, André Caspi, et même au-delà, après toutes les analyses que vous avez posées au sujet de la prise de distance d'une partie des républicains, des conservateurs vis-à-vis d'Israël, est-ce qu'on est face à une rupture profonde depuis 1 an, 2 ans, qui est en train de se dessiner dans ce soutien que l'on pensait, encore une fois, indéfectible? Je pense que notre débat n'est pas suffisamment clair. Parce que ce qu'il devrait ressortir de ce débat, c'est qu'il y a une communauté juive aux États-Unis et il y a une politique
de Washington à l'égard de Jérusalem. C'est deux choses qui peuvent coïncider dans certains cas, mais qui ne sont pas forcément identiques. Alors, si vous prenez le cas de la communauté juive aux États-Unis, elle est forcément divisée, mais elle correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que 70% environ de cette communauté vote démocrate. Elle ne vote pas républicain, elle vote démocrate. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Mais il y a au sein de cette communauté juive une sorte de fissure qui s'est créée, et en particulier du côté de la jeunesse, qui a mêlé les problèmes intérieurs des États-Unis avec les problèmes extérieurs. Mais tout cela, ça reste dans le camp démocrate. Vous parlez de l'EPAC. Alors, ce qu'a dit Laurence Lardon est parfaitement exact, mais à côté de l'EPAC, il y a un autre lobby qui s'appelle J Street. J Street est un lobby de gauche, un lobby juif de gauche, c'est-à-dire que, au fond, il pratique une politique qui est tout à fait différente de celle de l'EPAC. Il est un petit peu moins puissant, mais aujourd'hui, il est en train de... Alors, on a bien dit que l'EPAC n'était pas un lobby juif, que c'était un lobby qui soutenait le gouvernement israélien et en particulier le Likoud. On ne parle pas de lobby juif en l'occurrence. Attendez, c'est difficile à faire la distinction, parce que en fait, l'EPAC est avant tout un lobby qui est composé par des juifs qui... Je critique juste l'expression lobby juif, mais poursuivez sur... Non, sur mais le mot lobby juif n'a rien de péjoratif, bien au contraire. L'EPAC revendique d'être un lobby juif. Donc je crois qu'il n'y a aucune raison de se cacher. Mais ça veut dire malgré tout qu'il faut bien tenir compte de la situation de la communauté juive aux États-Unis et d'autre part de la politique des États-Unis à l'égard d'Israël. Ça n'est pas la même chose. Il y a au sein même de la communauté juive des États-Unis, il y a une hostilité à l'encontre de la politique de Netanyahou, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, beaucoup de ces jeunes qui manifestaient sur les campus universitaires, beaucoup de ces jeunes sont juifs, et ils étaient d'ailleurs l'objet d'attaques de la part de ceux qui confondent l'anti-israélisme avec l'antisémitisme. Donc ça veut dire qu'il faut bien tenir compte de cette différence, et sinon on ne comprend rien, mais rien, vraiment rien, au problème des Juifs aux États-Unis. Je reviens donc sur ma question initiale, Blandine Chély-Nippon. Est-ce que vous observez vous-même une rupture profonde dans le moment que nous vivons là, encore une fois, sur ce soutien, je reviens donc sur le premier point de notre débat, sur ce soutien d'Israël à l'égard des États-Unis à l'égard de la politique d'Israël? Ça, c'est différent. C'était le point du débat. Oui, oui, c'est le point du débat. Et donc, si on y revient, effectivement, il me semble qu'on est face à une fracture qui s'est vraiment ouverte et maintenant qui risque de ne pas pouvoir être résorbée malgré tous les efforts que ferait de temporisation que pourrait faire Donald Trump d'un côté ou J.D. Vance de l'autre. Voilà. Au congrès de Turning Point, la fameuse organisation créée par Charlie Kirk, J.D. Vance y a parlé longuement en racontant plein de choses dans tous les sens. Il n'a pas cité une fois Israël. Donc il y a une prise de conscience que cette politique américaine de soutien indéfectible vis-à-vis d'Israël et de soutien indéfectible qui s'est manifesté pendant ces 2 dernières années au sein du Parti républicain et des milieux trumpistes dans la guerre menée contre Gaza. Cette politique-là ne pourra plus être continuée. Et dans l'entourage de Trump et dans les réseaux qui ont fabriqué aussi ce soutien, je pense au réseau des sionistes chrétiens, mais je pense aussi au grand réseau de ce qu'on appelle les nat conservateurs, les nat-cons, qui ont quand même une relation très forte avec Israël. Leur nationalisme
religieux s'enracine dans cette idée que chaque nation a des fondements religieux qu'elle doit magnifier et que toutes les nations qui participent de la civilisation judéo-chrétienne doivent être dans cette grande alliance à la fois nationale et religieuse. Donc les Natcons eux-mêmes vont marquer le pas par rapport à d'autres groupes qui étaient beaucoup plus critiques. Mais malheureusement, dans ces autres groupes, dans la critique, il y a aussi cette incroyable résurgence de l'antisémitisme qui, là, va fracturer aussi la droite républicaine avec des prises de position chez les conservateurs qui commencent à tomber les unes derrière les autres pour freiner cette expression antisémite. Laurence Nardon, vous souhaitiez réagir et André Caspi, vous avez commencé à le faire, je vous redonnerai la parole ensuite. Laurence Nardon. Oui, je voulais juste dire qu'enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur cette rupture, sur cette émergence d'une prise de distance avec Israël au sein du mouvement MAGA. Et on voit bien, comme l'a dit Blandine Chély-Nippon, qu'à Turning Point USA, donc l'organisation de Charlie Kirk, qui se sont vus il y a quelques semaines, les MAGA se sont pris de bec sur cette question de l'antisémitisme, justement. Donc ça montre bien qu'il y a en effet une faille sur ce sujet qui peut être lourde de conséquences pour le soutien américain à Israël. Mais en l'occurrence... Ils se sont pris le bec, pardonnez-moi, mais comment pour ou contre l'antisémitisme, on a du mal à imaginer que cette question soit objectivement dissible même. Eh bien, parce qu'en fait, aux États-Unis, vous avez cette premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Donc, vous pouvez vous balader en disant « Vive Adolf Hitler », il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de crime d'incitation à la haine raciale aux États-Unis. Et donc, il y a un influenceur qui s'appelle Nick Fuentes qui a tenu des propos, mais abominablement antisémites il y a quelque temps. Qualifié de néo-nazi lui-même. Oui, tout est auto-qualifié de néo-nazi. Donc, le type se balade dans la rue, il est tout à fait tranquille. Bref, et lors de cette convention Turning Point USA, il y a 15 jours, donc Charlie Kirk n'étant plus là, évidemment, eh bien, Ben Shapiro, qui est un influenceur, un journaliste de Fox News, je crois, s'en est pris à Nick Fuentes en disant quand même ça suffisait, on ne pouvait pas laisser dire des choses pareilles. Et après quoi, Steve Bannon est venu sur le même plateau, enfin c'était un peu plus tard le lendemain, prendre la défense de Nick Fuentes en disant que finalement c'était très bien ce qu'il avait dit. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu là-dessus. Mais ce que je voulais dire, et peut-être en conclusion, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais et puis André Caspi doit encore parler, je voulais juste dire que quand même, à la fin, at the end of the day, enfin en définitive, Netanyahou est quand même venu à Washington lundi 29, a eu des grandes discussions avec Trump, qui se sont jurés à nouveau une amitié indéfectible. Donc, je ne suis pas complètement sûre que cette faille que nous avons bien identifiée ait des conséquences réelles et rapides sur le soutien américain à Israël. Et on va le voir très rapidement, puisqu'il y a un accord d'aide militaire de 10 ans qui a été voté aux États-Unis, des États-Unis à Israël, qui a été voté en 2016 sous Obama, qui se termine donc en 2026 et qui doit être revoté, prorogé ou pas. Et est-ce qu'il va être voté facilement au Congrès dans le contexte que nous venons de décrire? Franchement, je n'en sais rien, mais c'est pas impossible. Et Ben Shapiro, je le précise, est le cofondateur du média The Daily Wire. André Caspi, d'un mot, vous souhaitiez conclure? Non, moi je voulais simplement dire que Charlie Kirk, jusqu'au moment où il a été assassiné, était un soutien d'Israël. C'est-à-dire qu'au fond, même dans ce mouvement-là, il n'y a pas volonté de séparation entre les États-Unis et Israël. Simplement, ce qu'il faut retenir, je crois, de notre débat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une progression considérable de l'isolationnisme aux États-Unis. Cet isolationnisme contient notamment le désir de prendre ses distances par rapport à Israël, mais ça ne signifie pas que les États-Unis sont devenus antisémites, contrairement à ce qu'on pourrait croire de ce que nous avons dit dans ce débat. On observe comme une résurgence objective de l'antisémitisme. Mais merci beaucoup, André Caspi, d'avoir ramassé le propos. Merci également à Laurence Nardon et Blandine Chély-Nippon de nous avoir éclairé sur ce nouveau soutien relatif d'une partie du camp MAGA à l'égard d'Israël. Et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Louise Morfouas, Diane de Vancey, Maud Yaïch, Stéphanie Villeneuve. Et à suivre après le journal, existe-t-il une tradition française des comédies musicales ?